Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Benjamin Trèves pour parler de son mémoire de Master 2 en Sciences politiques et Relations internationales, soutenu en 2024, La Terre contre la paix, les cas de la rétrocession de la péninsule du Sinaï et du désengagement de Gaza mené par les dirigeants du Likoud. Mon invité a réalisé ce travail sous la direction du professeur Frédéric Ramel à Sciences Po Paris. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et de me laisser cette chance de parler un peu de mon mémoire que j'ai soutenu il y a maintenant 1 an. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu présent. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Dazibao. Petite question traditionnelle pour débuter tous les épisodes du podcast. J'aurais aimé savoir pourquoi tu as décidé d'étudier les sciences politiques et pourquoi ce sujet en particulier. En fait, je me suis toujours intéressé, je pense, à la vie politique. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de documentaires sur la vie politique française ou américaine. Voilà, l'histoire du Parti socialiste, le parcours des anciens présidents de la Ve République. Et à la fin de mon lycée, je me suis dit que ce serait quand même bien d'étudier ça de manière un peu plus sérieuse, essayer de comprendre les concepts, les théories, ce que c'est que l'abstention. Est-ce qu'on vote comme ses parents ou pas? Donc, c'est ce qui m'a poussé à vouloir rentrer à Sciences Po Paris. Et lors de ma licence, en fait, ce qui m'a le plus intéressé, c'était des cours de politique internationale et de relations internationales. J'aimais beaucoup avoir des cours assez précis. J'avais eu un cours sur la sociologie de l'État chinois, un autre sur la politique migratoire européenne ou sur le déroulement des élections en Afrique subsaharienne. Et donc pour mon master, j'avais vraiment envie d'approfondir une discipline, donc la science politique et plus précisément les relations internationales, parce que la licence est assez généraliste à Sciences Po. Ouais. Et là, je voulais vraiment me spécialiser et rentrer dans le vif du sujet et faire un mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier, de faire un master en sciences politiques. Alors pourquoi j'ai choisi ce mémoire? Donc, déjà, je l'ai choisi fin 2022, donc bien avant la situation actuelle. Et j'ai travaillé dessus 2023-2024. Et donc en fait, en 2022, j'ai effectué un échange à Jérusalem. Et là-bas, je me suis rendu compte déjà de la droitisation et de l'extrême droitisation de la société. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de travailler sur la droite israélienne ou sur l'extrême droite. Et je trouvais dans les cours que j'avais eu à Sciences Po ou là-bas ou dans les articles que j'avais pu lire, qu'il y avait un peu un gap dans la littérature, que la plupart des travaux se concentraient sur l'histoire du Parti travailliste, Ha'avoda, ou sur le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou, donc depuis 2009, et sur les politiques qu'il a menées ensuite. Mais il n'y avait pas grand-chose sur ce qui s'est passé avant, sur les origines du Likoud, son idéologie, et les autres premiers ministres du Likoud, Menachem Begin, Shamir ou Ariel Sharon. Ok. Et donc, j'avais envie de travailler dessus. Et après, j'ai lu des livres assez généraux sur la politique israélienne, sur la Palestine. Et je connaissais le retrait du Sinaï en 1982 et le désengagement en 2005 de Gaza. Mais là, ça m'a comme sauté aux yeux dans un livre qui a été écrit par Sami Cohen qui s'appelle Israël, une démocratie fragile, où je me suis dit, ah, ok, ces politiques ont été menées par des hommes de droite,
des hommes qui ont activement poussé pour la colonisation. Et donc moi j'avais envie de comprendre pourquoi depuis 1967 la colonisation des territoires palestiniens s'est déroulée de manière continue. Il n'y a eu que deux exceptions, le Sinaï et Gaza. Et j'avais envie de comprendre un peu ce paradoxe, pourquoi le Likoud a décidé de démanteler ces colonies. Et aussi, ça me plaisait beaucoup de travailler sur une énigme. Ce qui me fascinait, c'est que lorsque j'ai commencé ma recherche, je ne savais pas pourquoi ces décisions avaient été prises. Et j'avais une intuition, mais j'ai vraiment découvert pourquoi au cours de mes entretiens et de ma recherche. Moi, j'ai une question quand tu parles du fait que tu as fait un échange à Jérusalem au niveau donc, du master, entre la licence et le master, ou si j'ai bien Ouais, compris. entre la licence et le master, ouais. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement, enfin tu vois, c'est un choix d'échange universitaire qui peut paraître, passer pour être original quand même, enfin étrange. Depuis très longtemps, c'est une zone qui peut être sensible, dangereuse, etc. Il y a, je sais pas, tu as une appétence particulière pour le Moyen-Orient, il y a... Pas forcément, j'ai beaucoup changé de zone géographique. Au départ, quand je suis entré à Sciences Po, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'Amérique latine. Ok. Donc j'ai fait un grand, un grand virage. Non, à Sciences Po, on faisait plusieurs choix et c'est vrai qu'au départ, je voulais plutôt partir au Liban, mais finalement, je trouvais que Jérusalem, ça pouvait être une destination très intéressante, bien évidemment tendue, assez chargée émotionnellement. Mais ça m'intéressait, le programme à l'université m'intéressait. J'avais peut-être déjà en moi une petite idée de recherche. Je savais que je voulais travailler sur les mouvements de droite et d'extrême droite, donc ça me semblait quand même être une destination intéressante pour mon futur mémoire. Ok, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on va parler donc ici dans cet épisode de deux rétrocessions qui ont été opérées par le Likoud. Donc la rétrocession du Sinaï en 82 et le désengagement de Gaza en 2005. Mais avant toute chose, je pense que c'est important de mettre tout le monde au même niveau de compréhension du sujet. Qu'est-ce que c'est le Likoud? Est-ce que tu peux nous expliquer leur pensée politique, et puis surtout comment s'organise la politique israélienne? Tu as parlé des travaillistes, il y a le Hmm. Likoud. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur comment tout ça s'organise dans la société israélienne au niveau politique? Oui, déjà, donc qu'est-ce que le Likoud? Le Likoud, c'est un parti qui a été créé en 1973, mais qui s'inscrit dans la longue histoire de la droite révisionniste. La droite révisionniste, la droite sioniste, elle a été créée par Jabotinsky, notamment lorsqu'il s'est opposé au livre blanc de Churchill en 1922. Jabotinsky voulait qu'il y ait un foyer national juif, à la fois en Palestine mandataire, mais aussi en Transjordanie, l'actuelle Jordanie. Et après la mort de Jabotinsky en 1940, le leadership est revenu à Menachem Begin. Il y a eu un premier parti, le Herut, et ensuite en 1967, le Herut et d'autres partis se sont alliés, et tout ça, ça a donné place ensuite au Likoud en 1973. Et le Likoud, il fonctionne comme un parti ultranationaliste et un groupe qui défend les intérêts des colons. Donc sa ligne politique, c'est vraiment de subordonner la vie politique à la notion de nationalisme juif. Et ce mouvement a eu tendance à adopter une stratégie de colonisation pure qui exclut en fait les Palestiniens du territoire et n'accorde de la légitimité qu'à un seul groupe, les Israéliens juifs. Et après, pour ta question concernant l'organisation voilà, de la vie politique et le fonctionnement des partis politiques en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est que les élections pour la Knesset, le Parlement israélien, c'est un scrutin proportionnel quasi intégral, avec un seuil de représentativité qui est très bas. Donc ça favorise vraiment la multiplication des partis politiques. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine à ce jour. Le mode de scrutin fait que c'est très compliqué pour un seul parti d'obtenir la majorité absolue.
Donc en général, le parti vainqueur, il doit s'allier à d'autres petites formations pour ensuite créer des gouvernements de coalition qui sont très précaires et qui sont fondés sur des, euh, des compromis politiques. Il y a deux partis principaux dans l'histoire, le Parti travailliste et le Likoud. Après, ça a beaucoup changé parce que le Parti travailliste n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mais autour de ces grands partis historiques, voilà, il y a d'autres petits partis qui gravitent. Donc ça peut être des partis comme on voit aujourd'hui dans la coalition des partis d'extrême droite messianiques. Ça peut être des partis ultra-orthodoxes qui défendent l'idéal d'un État d'Israël régi par la loi religieuse. Ça peut être des partis ashkénazes, séfarades. Il y a même un parti très à droite qui défend la communauté russe qui vit en Israël. Donc voilà un peu pour résumer le fonctionnement de la politique israélienne. Ok, dans ton mémoire, j'ai croisé des termes comme Grand Israël, mur de fer. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu'est-ce que ça veut dire Alors, le Grand Israël et le mur de fer, c'est vraiment pour moi les deux éléments principaux de l'idéologie du Likoud et de la droite révisionniste. Alors, le mur de fer, c'est un texte qui a été écrit par Jabotinsky. Dans ce texte, il critique les autres dirigeants sionistes à l'époque, donc avant la création de l'État d'Israël, qui entendent dialoguer avec les majorités arabes en Palestine et ailleurs. Et en fait, selon Jabotinsky, seul un mur de fer qui repose à la fois sur une puissance démographique et militaire peut venir à bout de la résistance des pays arabes au projet sioniste. Et il estime qu'une fois que ce mur sera infranchissable, eh bien les leaders arabes seront beaucoup moins écoutés et ils céderont la place à des modérés qui seront prêts à faire des compromis avec les Israéliens. Et en fait, ils pensent que faire des concessions, ça sera perçu comme, pour Israël comme un signe de faiblesse. Donc la seule politique possible pour Israël, c'est une politique de force et de résistance qui forcera les voisins à accepter l'existence d'Israël. Et donc, c'est pourquoi le Likoud, pour moi, nourrit une profonde aversion pour les discussions concernant le conflit israélo-palestinien et qu'il préfère privilégier, enfin, il préfère privilégier la paix par la sécurité et le maintien d'une position dominante. Donc voilà, c'est davantage le recours à des actions militaires qui prévaut plutôt que la négociation qui supposerait une certaine forme de soumission aux positions adverses. Ok, donc en gros, si je te comprends bien, il faut un peu être intraitable pour construire le Grand Israël, d'une C'est certaine ça, façon. c'est ça, oui. Donc le Grand Israël, c'est un concept qui est né dans les années 1930 et qui a été promu par les adversaires du plan de partage de la Palestine. Et donc ce concept, comme je l'ai un peu dit au début de l'émission, il englobe la Palestine sous mandat britannique, mais aussi la Transjordanie, donc l'actuelle Jordanie. Et le Grand Israël, pour ses partisans, c'est un article sacré et immuable. C'est un élément de l'être, un droit fondamental formant le noyau du sionisme et du judaïsme. Et ce qui est intéressant, c'est que le Grand Israël, c'est un concept pour moi qui est malléable. Parce que chaque dirigeant, que ce soit Jabotinsky, Sharon ou Menachem Begin, ont leur propre interprétation de ce concept. Et après 67, après la guerre des 6 jours, Israël a occupé le Sinaï et occupe toujours le Golan. Et certains ont inclus ces territoires dans le Grand Israël, alors qu'à l'origine, Ils y étaient pas. le, le Sinaï et le Golan n'ont jamais fait partie du Grand Israël. Bah justement, c'est bien, tu précèdes ma question parce que ma question suivante, c'était comment le Sinaï et Gaza se sont retrouvés sous la coupe d'Israël. Donc on comprend que Gaza, vu que ça faisait partie de la Palestine, donc on s'imagine que ça a été tu m'arrêtes si je me trompe, que ça a été grignoté et colonisé petit à petit. Mais par contre, le Sinaï, c'est grâce à une guerre contre l'Égypte. Oui, c'est la guerre des 6 jours, pas seulement contre l'Égypte, mais contre les autres pays de la région. Et Ok. c'est dans cette guerre que, oui, que Israël a ensuite pris le contrôle du Sinaï, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est,
de Gaza et du Golan. Et c'est à partir de 67 que la colonisation a été lancée. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la colonisation, elle a été lancée par le Parti travailliste. Le La Likoud gauche, donc. La gauche, oui. Le Likoud n'est arrivé au pouvoir qu'en 1977, donc D'accord. bien à 10 ans après. Donc du coup, on a cette idée de grand Israël, indivisible, on va dire, voilà, un gouvernement qui se veut intraitable pour conserver ses territoires. Donc du Mhm, coup, quand on a dit le titre de ton mémoire, donc la terre contre la paix, le cas de rétrocession, mhm. euh, on comprend pourquoi c'est étonnant en fait que Israël à un moment donné se soit dit on va rendre des territoires. Ça va complètement de prime abord à l'encontre de ce projet de grand Israël. Oui, dans le cas du Sinaï, c'est vraiment rendre un territoire. Après, on verra dans le cas de Gaza que c'est plus compliqué, que c'est davantage un démantèlement de colonies, puisqu'Israël garde quand même un contrôle des frontières, des mouvements de circulation à l'intérieur de Gaza, et le territoire Et sous sous contrôle, en blocus. fait. Oui, Sous sous blocus et contrôle, sous toujours un contrôle. contrôle de l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est étrange parce que c'est des décisions qui représentent une rupture apparente avec les principes défendus par le Likoud, selon lesquels les territoires occupés et les colonies doivent être défendus et surtout ne pas être démantelés. Et on verra que c'est une contradiction relative, car ces colonies ne sont pas primordiales pour la droite israélienne. Mais en tout cas, moi, ça m'a intéressé et j'ai développé ma question de recherche à partir du paradoxe suivant. Pourquoi ces dirigeants, partisans du Grand Israël et artisans de la colonisation, ont procédé à deux reprises à des démantèlements de colonies. Ouais, on l'a évoqué un petit peu pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de ton mémoire. Tu parles donc, bien évidemment, on a parlé du Grand Israël et du Sinaï qui a été mis dans Israël alors qu'à la base, ce pas des territoires qui étaient considérés comme israéliens et importants dans le Grand Israël. Et donc, ça t'a amené à développer la question de la hiérarchie des territoires occupés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par hiérarchie des territoires pour le gouvernement israélien? Oui, donc c'est surtout vrai pour le Likoud. Le Sinaï, c'est un... En fait, dans la hiérarchie des territoires occupés, il y a plusieurs critères. Il y a une importance symbolique, religieuse, il y a une importance stratégique, et il y a une importance après plus pour des questions de ressources naturelles, on va dire. Et c'est vrai que le territoire le plus important et de loin, c'est la Cisjordanie, qui est vraiment déjà au centre de l'imaginaire du Grand Israël et au centre de tous les mythes bibliques. Parce que au cœur de la Cisjordanie, il y a Jérusalem, que les Israéliens revendiquent comme leur capitale. Et il y a aussi Hébron, qui est une ville à part dans l'imaginaire nationaliste, car elle est la deuxième ville la plus importante du judaïsme, et c'est notamment là que se trouve le tombeau des patriarches. Et euh, donc ça, c'est le premier point, c'est toute une importance religieuse et symbolique. C'est beaucoup moins important à Gaza. Et le Sinaï ne fait pas partie de cet imaginaire. C'est un lieu de passage dans les mythes du judaïsme. C'est là que Moïse va obtenir les tables, recevoir les tables de la loi, mais c'est pas du tout un lieu Sacré, on va dire. sacré, mais pas un lieu où il y a vraiment eu, on va dire, oui, où le peuple juif a établi résidence, Ok. grosso modo. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, pour moi, c'est l'importance stratégique. Et on voit bien que la Cisjordanie, elle donne à Israël une certaine profondeur stratégique, parce que la vallée du Jourdain représente sur la majeure partie de sa longueur, une barrière contre les chars d'assaut qui ne peut être franchie qu'à une poignée d'endroits. Et une fois traversée, seules quelques routes mènent vers l'ouest et ces routes, elles peuvent être facilement bloquées par des unités anti-chars à l'époque. Et le Golan représente aussi un atout sur le plan stratégique parce que c'est un plateau qui est plus élevé de 300 mètres que le territoire israélien.
et c'est un lieu privilégié pour l'observation. Le Golan abrite 2 postes d'écoute, l'un sur le mont Hermon à 2200 mètres d'altitude, donc il surplombe à la fois la Syrie et le Liban, et l'autre sur le mont Avital. Donc là, c'est stratégique, télécommunications, militaire, etc. Puis j'ai même lu dans ton mémoire qu'on Exactement, peut voir Damas par temps clair. c'est ça, c'est un lieu d'observation, c'est un lieu important pour lancer des opérations. Il y a énormément de zones militaires. Et ensuite, l'autre point qui concerne aussi la Cisjordanie et le Golan, c'est tout ce qui touche aux ressources naturelles, Oui, puisque le Golan syrien est le réservoir d'eau d'Israël, car 2 des sources d'eau qui alimentent le Jourdain y prennent leur source. Et ces cours d'eau assurent plus d'un tiers du débit du Jourdain, qui est le seul véritable fleuve qui transporte de l'eau en quantité satisfaisante tout au long de l'année. Et Israël souhaite bien évidemment conserver le monopole. Et après, il y a l'agriculture, puisqu'en Cisjordanie, on trouve des sols très favorables à l'agriculture, qui se situent, je crois, dans le Zor. Et c'est pourquoi des colonies israéliennes se sont établies près de cette zone, car elles veulent profiter de la chaleur de la vallée du Jourdain, avec des conditions hivernales, je crois, rarement en dessous de 12 degrés. Donc ça permet de ah oui. cultiver des légumes et de les exporter ensuite en Europe pendant les mois d'hiver. Et c'est aussi le cas dans le Golan, il y a beaucoup de zones de sols très fertiles. Ok, c'est sûr que le Sinaï, c'est plus désertique, si je me trompe pas. Oui, je pense que le Sinaï avait une importance stratégique vis-à-vis de l'Égypte. C'était une zone tampon, mais je pense pas qu'il y avait les mêmes intérêts On fait pas sur le pousser plan. grand-chose. Voilà. C'est aussi un problème pour Israël parce que dans le Negev aussi, c'est une zone assez désertique et je pense pas qu'il y ait beaucoup de ressources en termes d'eau ou de sol très fertile. Donc c'est pour ça aussi que dans la pensée israélienne, on a besoin d'occuper d'autres territoires pour pouvoir satisfaire ses besoins en termes d'eau ou agricoles. Après, je dirais que ces éléments sont importants, mais ils sont quand même moins importants que la dimension symbolique et la dimension stratégique. Mais ça explique pourquoi Israël est tant attaché au Golan, même Ok. si, bien évidemment, le premier territoire en termes d'importance est la Cisjordanie. Ok. Dans ton mémoire, tu cites à propos du désengagement d'Israël dans le Sinaï et à Gaza, donc un texte de Allison et Zelikov. On mettra les références dans l'article qui te sera consacré sur le site internet du Dazibao. Cette phrase que j'ai trouvée hyper intéressante, si un État ou ses représentants entreprennent une action particulière, c'est que celle-ci a été choisie comme le moyen de maximiser son utilité au regard des objectifs. Ce qui veut dire en d'autres termes que Israël, et donc plus particulièrement le gouvernement de Menahem Begin et Ariel Sharon, en fait, on pas rétrocéder le Sinaï et Gaza par bonté d'âme. C'est parce qu'il y avait un intérêt. Et tu cites 2 intérêts, enfin 2 raisons principales. Donc la première, c'est la pression internationale et la seconde, c'est une question de sécurité. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact et de comment la pression internationale a fait céder et Begin et Ariel Sharon sur les 2 rétrocessions, donc celle du Sinaï et du Gaza, ouais. Donc, c'est les 2 raisons principales. Après, il y a aussi, on verra après, je pense, dans tes questions, le fait de renforcer l'emprise sur la Cisjordanie. Mais c'est vrai que la pression internationale est un élément clé. Il faut savoir que il y a eu, les Américains ont été impliqués dans ces démantèlements et que Israël a une relation spéciale avec les États-Unis puisqu'Israël a besoin d'avoir le soutien d'une superpuissance afin de satisfaire ses objectifs sur le plan matériel et diplomatique. Et donc,
dans mon mémoire, j'ai interviewé différentes personnes et là, il y a un ancien ambassadeur américain qui m'expliquait qu'il rencontrait Ariel Sharon environ 1 à 2 fois par semaine, Ça, c'était alors fou. que C'est fou, ça. J'ai trouvé ça fou dans ton mémoire. Toutes les semaines, Ariel Sharon. Alors que... quasiment, ouais. Alors Alors que que... l'ambassadeur, il sera peut-être pas très content que je le raconte, mais il y a un ambassadeur français à cette époque, je crois qu'il a rencontré pendant toute sa mission que 2 fois Ariel Sharon et rencontré 2 fois par mois un conseiller diplomatique. Donc ça montre bien à quel point en fait la pression des États-Unis ou le rôle des États-Unis est important dans la politique étrangère d'Israël. Et donc, je vais peut-être commencer par expliquer un peu la Ouais, pression internationale ouais, dans le ouais. cadre du Sinaï. C'est assez Ouais, ouais. long, mais Mais c'est à super cette... é- intéressant. Donc, les auditeurs, accrochez-vous. Ne C'est quittez pas, super oui, ne intéressant. Ne quittez... quittez pas, ça va bien se passer. Donc, à cette époque, aux États-Unis, le président est Jimmy Carter. Et il y a un léger changement dans la politique étrangère, puisqu'il veut placer sa politique sous le signe de la morale, la défense des droits de l'homme. Lui, il considère que Israël doit renoncer à la péninsule du Sinaï, à Gaza et à la majeure partie de la Cisjordanie et au plateau du Golan. Et il a été le premier président américain à parler d'une patrie palestinienne. Donc les relations entre les deux pays se sont détériorées à ce moment-là. Et dans ton mémoire aussi, tu dis qu'il a aussi un style, un espèce de franc-parler qui est un peu brutal, non? Alors du point de vue des Israéliens, des diplomates israéliens, je crois que je me suis appuyé sur les mémoires d'Avi Pazner, et Avi Pazner n'appréciait pas le style de Carter. Carter, mais il n'appréciait pas le style de Carter parce que Carter demandait un retrait de la majeure partie des territoires Ça fait beaucoup, occupés. hein. Ça fait beaucoup, hein. Là, la Cisjordanie, le Sinaï, le Golan. Oui, alors, wouh. Là, ils ont dû Donc avoir un peu peur. oui, et surtout en 77, Américains et Soviétiques ont publié un communiqué commun appelant Israël à se retirer donc des territoires conquis et affirmant les droits légitimes de la nation palestinienne. Donc là, Menachem Begin comprend qu'il y a un grand danger qui plane sur ses plans si Américains et Soviétiques en viennent à parrainer une conférence de paix. Et son gouvernement, il veut à tout prix éviter l'hypothèse suivante: une initiative américano-soviétique soutenue par l'Europe et les pays non alignés qui aboutirait à un traité de paix. Et cet accord comprendrait le retrait d'Israël de tous les territoires occupés et la création d'un État palestinien. Donc une telle pression serait intenable pour Israël, qui est déjà un pays isolé sur la scène internationale. Et donc, l'exécutif, il veut tempérer les volontés américaines. Et c'est pourquoi Menachem Begin va finalement accepter de se rendre à Camp David pour négocier avec les Américains et les Égyptiens. Et il va être prêt à rendre le Sinaï plutôt que de risquer de tout perdre. Donc, parce que pour Begin, il est hors de question de démanteler les colonies de Cisjordanie. Donc ça, c'est pour la pression internationale en ce qui concerne le Sinaï. Après, c'est à peu près la même situation pour Gaza. C'est que aussi en 2001, il y a un nouveau président, donc George W. Bush. Et au départ, il ne s'intéresse pas trop au Moyen-Orient. Il préfère se concentrer sur les États voyous et sur ses relations avec la Russie et la Chine. Mais le 11 septembre arrive et il décide donc de mener cette campagne contre Saddam Hussein et il veut voilà, démocratiser le Moyen-Orient, entre guillemets. Et donc, pour cela, les Américains ont besoin du soutien d'États arabes qu'ils considèrent modérés, donc l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Jordanie. Et pour obtenir leur soutien, Bush va décider de remettre au centre de la table la question palestinienne. Et le 2 octobre 2001, il évoque ouvertement la possibilité de créer un État palestinien. Et donc il va plus loin que Jimmy Carter et il devient le premier président américain à clairement se positionner en faveur de la création d'un État palestinien.
Et cette approche, elle aboutit à une initiative qui est la roadmap, ou la feuille de route en français, le 24 juin 2002. Et donc c'est une feuille de route avec plusieurs étapes qui doit aboutir à la fois à la création d'un État palestinien et respecter les exigences de sécurité posées par Israël. Et au départ, les Israéliens sont très réticents, mais il y a le conseiller d'Ariel Sharon, qui s'appelle Dov Weisglass, qui me dit en fait qu'au final, c'est pas plus mal parce que les objectifs sont un peu flous et il n'y a pas de date précise pour la création d'un État palestinien. Je crois qu'il me dit dans mon entretien, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans. Donc, les Donc en fait, tu peux manœuvrer un peu comme tu veux, quoi. Oui, et en fait, il me dit, il va avoir un État palestinien, c'est une évidence, mais je préfère que ce soit dans les termes de la roadmap, et pas tout de suite. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils vont jouer le jeu de la roadmap. Après, c'est sa vision. Je pense qu'il y avait d'autres gens qui n'avaient pas la même interprétation, Mais notamment lui a cette idée qu'un jour, ça arrivera dans tous les cas. Il pense que la situation n'est pas tenable et que Israël doit se concentrer doit garder les zones les plus importantes, donc la Cisjordanie, et c'est toute cette idée qui mène au désengagement. Et donc la roadmap continue, mais en 2003, Mahmoud Abbas démissionne, et donc Yasser Arafat se retrouve l'interlocuteur principal. Donc Mahmoud Abbas, pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui il est, c'est un Palestinien, donc c'est le chef d'un gouvernement, est-ce qu'on peut dire gouvernement palestinien? De l'autorité palestinienne. De l'autorité palestinienne, ouais. Si je ne me trompe pas, à l'époque, il est le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le président, mais à l'époque, il est le Premier ministre, mais il démissionne. Yasser Arafat est le président de l'autorité palestinienne, et donc il se retrouve à être une nouvelle fois l'interlocuteur principal d'Israël. Et Sharon a une détestation profonde pour Yasser Arafat, il ne lui fait pas confiance et il refuse de négocier avec lui. Donc la roadmap est mise de côté, quoi. Enfin, d'une certaine façon, elle ça est avance pas, quoi. totalement dans l'impasse, oui. Israël, Ariel Sharon et Dov Weisglass ont peur qu'une autre initiative se retrouve au centre du jeu. Parce qu'il y a d'autres initiatives à ce moment-là. Il y a une initiative qui est, qu'on appelle l'initiative de Genève, qui est portée par un opposant palestinien et un opposant israélien. Et le but, c'est de montrer que justement, il y a un partenaire avec qui parler. Et ça vise à aboutir à la création d'un État palestinien et au retrait d'Israël de nombreuses zones, notamment des zones en Cisjordanie, ce qui n'est pas acceptable pour Ariel Sharon. Est-ce que c'est pris au sérieux, l'initiative de Genève? Est-ce que les gouvernements, par exemple, américains, l'UE, etc., se disent si on se tournait, parce que j'ai bien compris, après on va venir que ça peut faire peur à Israël de se dire ah là là, si les gens commencent à prendre l'initiative de Genève pour quelque chose de ok, on risque de perdre un territoire stratégique, mais est-ce que ça a intéressé des pays dans les faits? Ça a intéressé les Européens. Et ça a intéressé quelques Américains, pas Bush ou Condoleezza Rice, mais ça a intéressé, je crois, Colin Powell, qui a rencontré les deux leaders de cette initiative, dont je crois que l'Israélien s'appelle Yossi Beilin et le Palestinien, j'ai oublié son nom malheureusement. Ok, mais ça n'a pas d'impact en fait, c'est quelque chose de très symbolique qui n'a pas réellement d'impact, on va dire. Ça n'a pas réellement d'impact parce que les Américains préfèrent la roadmap, mais c'est un danger qui plane pour Ariel Sharon. Si la roadmap est dans l'impasse, peut-être que les Européens et Colin Powell vont... C'est ça qu'il faut faire, quoi. Exactement. Ouais. Et il y a d'autres initiatives, c'est pas la seule. Je sais que Bachar al-Assad, à l'époque, voulait peut-être rencontrer Ariel Sharon pour proposer un accord de paix. Il en a parlé à Elliot Abrams, qui était, je crois, le responsable du Proche-Orient dans le cabinet de Bush. Et donc, un accord de paix pouvait avoir lieu, mais cet accord de paix, ça voulait dire pour Israël de rendre le Golan. Et comme on l'a vu, le Golan est un territoire important pour Israël, donc c'était pas possible pour Ariel Sharon. Et en plus, Ariel Sharon ne fait pas confiance n'a pas confiance
en Bachar al-Assad. Donc c'était hors de question. Et il y avait aussi une initiative, mais beaucoup moins importante, qui était portée par l'Arabie Saoudite, pareil, une politique de terre contre la paix, le retrait d'Israël des territoires occupés. Mais je dirais qu'elle était un peu moins, elle n'était pas très prise au sérieux par les autres pays, mais elle existait. Elle existait, il y avait une pression médiatique, il y avait une pression internationale. Et ce qui change la donne, c'est Dov Weisglass, donc le chef de cabinet d'Ariel Sharon, se rend à Washington. Il rencontre Condoleezza Rice et elle lui dit que ce n'est pas possible de rester dans cette impasse, euh, que la roadmap soit bloquée et que, ok, Israël peut euh, refuser de négocier avec Yasser Arafat, mais il faut que Israël fasse quelque chose. Je crois qu'elle utilise le terme, il faut un bold move. Et il faut montrer euh, à l'ensemble des pays que Israël est de bonne volonté et que c'est un acteur engagé dans le chemin de la paix. Et donc, Doug Weisglass rentre à Jérusalem, il parle avec Ariel Sharon et ils concluent tous les deux que la meilleure chose à faire, c'est de quitter le territoire qui a le moins de valeur à leurs yeux, et ce territoire, c'est la bande de Gaza. Donc démanteler les colonies, il y a 8000 colons à Gaza à ce moment-là, démanteler ces colonies pour calmer un peu cette pression internationale. Ok, et enfin, je sais pas si tu es allé chercher comment ça se fait, c'est-à-dire que les colons, on les prend, on les met autre part, où où les gens peuvent rester, tout est rétrocédé aux Palestiniens, Non, c'est juste un démantèlement des colonies, oui. D'ailleurs, on voit des images, je crois que on peut voir des archives où il y a des colons qui s'agrippent à leur maison, qui veulent pas du tout quitter leur colonie. Et ensuite, ils ont été relogés près de la bande de Gaza. Euh, et il y a aussi eu après beaucoup d'installations en Cisjordanie, mais je ne sais pas si ces colons-là sont allés vivre en Cisjordanie. Mais en tout cas, je crois que la plupart vivent désormais près des anciennes colonies, mais donc de l'autre côté du, du mur. Il y a aussi 4 petites colonies qui ont été démantelées en Cisjordanie parce que pour, euh, pour les Américains, il fallait quand même envoyer un signal. Il fallait pas seulement démanteler les colonies de Gaza, mais il fallait démanteler d'autres colonies en Cisjordanie pour montrer que voilà, c'était pas une manœuvre, qu'il y avait une volonté d'aller vers la paix. Alors, bon, c'est clairement une manœuvre. Et ces colonies étaient très petites et je crois proches de Jénine ou Naplouse. Donc, c'était des zones compliquées pour Israël. puis comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est un désengagement tout en sachant que les gens restent quand même un peu prisonniers dans Gaza et que Israël ne laisse pas, enfin voilà, ne laisse pas l'autonomie réelle aux Palestiniens à Gaza. Oui, Il y a oui, toujours c'est une maîtrise sur le territoire de ce qui entre, de ce qui sort de la circulation. Donc c'est pas juste débrouillez-vous et gérez-vous quoi pour les Palestiniens. Oui, c'est ça. Il y a aussi, je crois que dans le plan de désengagement, il y a une partie du texte qui dit que Israël se réserve même le droit de recourir à la force Si euh, nécessaire, oui. si nécessaire. Il y a toujours donc le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza, mais justement aussi pour Israël, il y a l'idée de dire ah bon, maintenant nous on contrôle de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, ça les, ça les concerne. Et je crois que dans un article paru dans un journal israélien qui s'appelle Diaret, il y a une interview de Dov Weisglass qui dit que ça transfère la charge de la preuve. Ça montre au monde ce que vont faire vraiment les Palestiniens à l'intérieur de cette enclave et en gros à quel point dans leur idée ils ne sont pas capables d'aller vers la paix, D'être un État, en d'être un fait, ou de État. devenir un État. Voilà, c'est ça, Exactement. ok.
Ouais, et il y a aussi l'idée que tu développes juste après, on en a parlé, de la question de la sécurité et surtout des coûts, Mhm. parce que occuper et sécuriser des territoires et des colonies, ça coûte cher. Donc, comment la question de la sécurité d'Israël elle mène justement également, c'est aussi un élément fondamental dans ces questions de rétrocession et du Sinaï et de Gaza. Ouais. C'est sûr que c'est très important dans le cas du Sinaï, aussi dans le cas de Gaza, mais un petit peu moins, je dirais. Mais mon but, c'était pas de dire si ce risque est réel ou pas, mais c'était de montrer que ce sentiment de danger ressenti par les Israéliens a lourdement pesé dans la balance. Et dans le cas du Sinaï, la guerre du Kippour s'est soldée par une très courte victoire. Et ça a ébranlé la légende de l'invincibilité de Tsahal, l'armée israélienne. Et il y a des responsables politiques, notamment Menachem Begin, voilà, ils se rendent compte qu'Israël risque toujours d'être attaqué. Et Israël considère le conflit avec ses voisins, en particulier l'Égypte, non pas comme une lutte conventionnelle pour le pouvoir ou le territoire, mais comme un conflit existentiel. Et l'exécutif estime que toute guerre en fait risque de conduire à la disparition de l'État hébreu. Et donc, les accords de Camp David, c'est aussi un moyen de neutraliser le pays le plus puissant de la région, l'Égypte, et donc de fermer un front, le front du Sud. Et je crois même qu'après, il y a le président du Conseil des ministres d'Égypte, qui s'appelle à cette époque Mustafa Khalil, qui affirme que s'il y a un accord avec l'Égypte, aucun pays arabe n'attaquera ensuite Israël, et que même si la Syrie décidait de lancer une guerre contre Israël pour récupérer le Golan, eh bien l'Égypte, même si l'Égypte comprend les revendications syriennes, eh bien l'Égypte ne soutiendra pas la Syrie. Mais n'aidera pas pour autant Israël, c'est Non, non, pas non. un accord. Elle, Voilà, ok. voilà, ne restera, ne fera rien. Et la Syrie est un pays beaucoup moins menaçant pour Israël. C'est un pays beaucoup moins puissant sur le plan militaire. Ok, parce que quand même, entre 48 et 82, on va dire, la période, en 40 ans, il y a quand même eu 5 guerres entre Israël et l'Égypte, donc c'était un peu important. Et puis l'Égypte, c'est l'un des plus gros pays de la région, donc avec une force de frappe importante comparativement à la petitesse d'Israël qui est un peu attaquée de tous les côtés, on va dire. Puis entouré, comme tu disais tout à l'heure, entouré par le danger, en fait. C'est important d'au moins maîtriser, d'avoir non pas un ami, mais au moins pas un ennemi, on va Oui, dire. de neutraliser le principal ennemi. Et en lui rendant le territoire, on s'assure en fait qu'il a plus de bif contre nous, donc il va pas en rajouter si d'autres pays décident aussi de nous attaquer d'une certaine façon. Grosso modo, mais je pense que voilà, Begin comprend que Begin aurait aimé garder le Sinaï, notamment une colonie qui s'appelait Yamit, mais il comprend que ce n'est pas possible, que c'est vraiment nécessaire si on veut obtenir une paix avec l'Égypte. La colonie Diyamit, il y avait autant de colons qu'il y en avait à Gaza, parce que tout à l'heure, tu as dit 8 000 personnes à Gaza. Tu as des idées de... Est-ce que c'est des grosses colonies dans le Sinaï ou ça restait quand même un petit peu moindre, on va dire? Alors, j'ai les chiffres, mais il faut que je les retrouve. C'est beaucoup moins qu'à Gaza, mais je sais que Begin avait dit il voulait finir ses jours à Yamit. Ah oui, en plus, c'était quelque chose de sentimental un peu derrière Oui, il y ça. avait l'idée, vu que c'est un nationaliste, il y avait l'idée de montrer que cette colonie faisait partie d'Israël. Même si Begin a dit que le Sinaï ne faisait pas partie du Grand Israël et que son sort se réglerait à la table des négociations. Alors je crois, oui, il y avait 2500 personnes à Yamit. Et le but, c'était d'en faire une agglomération de 200 000 habitants. Donc, c'était qu'il y avait quand même Ah oui, un projet de grande un ampleur. projet ouais, de grande ampleur, un port maritime, etc. à Yamit. Ok, j'ai lu aussi quand même dans ton mémoire que la rétrocession du Sinaï s'est quand même accompagnée
comment ça s'appelle, d'obligations, par exemple pour l'Égypte, de ne pas stationner de forces militaires à moins de tant de kilomètres. Ça, c'est assez classique dans les accords de paix et les choses comme ça, d'avoir de se mettre d'accord sur le positionnement des forces de défense, etc. Espacer d'une frontière pour se garantir. Voilà, ça, c'est pas étonnant, Non, quoi. non, oui. C'était plutôt attendu. Oui, oui, c'était les conditions posées par Israël parce qu'il y avait une confiance qui n'était pas totale. Et Voilà, hein, on veut bien vous le rendre, mais on n'est pas tout à fait... voilà, hein. exactement. Je crois même que Il y a quand même beaucoup de... l'échange, si je ne sais pas si l'échange entre les ambassadeurs a été immédiat. Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il n'a pas eu lieu directement après la signature des accords, mais je suis pas sûr de ce point. À vérifier. Et pour Gaza, alors, au niveau des coûts, au niveau de la sécurité, parce que c'est quand même beaucoup plus restreint, Gaza est entouré, en fait, par le territoire israélien, donc comment... Oui, alors Il y avait quand même de la perception de peur. alors à Gaza, il y a 8000 colons qui sont encadrés par une force militaire 3 fois plus importante, au beau Putain, milieu, c'est énorme. ouais, au beau milieu d'une population palestinienne de 1,3 million d'habitants. Et donc, cette présence, elle s'avère intenable. Et Sharon et ses proches ont conclu qu'il faut réduire le potentiel de violence et déplacer les colons vers des zones plus sûres, car les mouvements palestiniens et les tirs de roquettes sur les colonies ne peuvent pas être stoppés, parce qu'on parle de 8000 colons au sein d'une population de 1,3 million d'habitants. Surtout, tu l'avais dit précédemment, il y a un coût économique et humain très important, puisque rester à Gaza, ça exige beaucoup d'officiers de l'armée permanente et des réservistes, et cette présence a un coût. Les forces de défense israéliennes dépensent environ 30% du budget national, et ce coût économique a constitué une incitation significative au désengagement. Et en 2003, les responsables de la défense, je crois, ont fait savoir à Sharon que le coût de l'opération militaire des villes palestiniennes commençait à peser lourdement sur le budget et les effectifs de Tsahal. Et je crois même que Sharon a parlé de ce facteur économique lors d'un discours en 2005, lors de la conférence de Césarée. Et puis bon, alors la personnalité de Sharon, voilà, est ce qu'elle est, etc. L'homme qu'il est, voilà, on va pas citer ça, Bright Chatila, voilà, je pense que tout le monde connaît. Sinon, je mettrai un petit mémo dans l'article qui te sera consacré. Mais j'ai cru lire aussi dans ton mémoire il accordait quand même beaucoup d'importance à la vie à la vie et les conditions de vie des militaires. Et enfin, je veux dire, dans leur symbolique et dans son envie de ne pas sacrifier de vie militaire israélienne. C'était hyper important comme idée pour lui. Je pense que tout homme d'État n'a pas envie de sacrifier ses militaires. Mais je veux dire, il est moins intraitable dans l'idée du grand Israël à tout prix, quel que soit le coût humain. Là, le coût humain en termes militaires, c'est quand même un gros sujet pour lui. Sharon, il faut savoir que c'est un ancien militaire. Je pense, c'est l'exemple en fait, c'est ce que m'avait expliqué l'ambassadeur américain, Kurtzer. Il se rappelle, je crois, une fois, il y a une soldate qui a été tuée à Gaza. Ses parents sont passés à la télévision et ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas ce que faisait leur fille à Gaza. Et ils ne comprennent pas pourquoi elle est morte. Et apparemment, ça aurait beaucoup chamboulé Sharon. Après, voilà, c'est un propos qui m'a été rapporté. Je ne l'ai pas non plus vérifié, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres sources, mais je l'ai mentionné. Et je pense que pour Sharon, on pouvait perdre des soldats, mais on pouvait les perdre lors de batailles importantes, lors de la défense de territoires occupés qui avaient une vraie valeur, comme la Cisjordanie, mais pas forcément à Gaza. Je pense que ça a un peu joué. Mais Sharon est quelqu'un de très complexe pour moi à comprendre parce qu'il y a aussi un ancien ministre qui s'appelle Dan Meridor, qui au début des années 2000 a proposé à Sharon un deal. Il lui a dit il fallait démanteler les colonies de Gaza et en échange,
il y aurait des garanties américaines, ce que Sharon va obtenir plus tard. Et Sharon lui aurait répondu non, 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 Netzarim, donc la principale colonie de Gaza. Netzarim, c'est comme Tel Aviv. Donc une colonie est aussi importante que Tel Aviv. Donc je pense que c'est vraiment la pression internationale qui l'a fait changer d'avis et peut-être L'opinion publique, d'une certaine façon, si on en croit les parents de cette jeune soldate, etc., peut-être cette idée de se dire, mais ça sert à quoi Gaza? Si voilà, si on paraphrase un petit peu, genre Gaza, Oui, oui, je dirais oui, l'opinion publique, la pression internationale, et je pense qu'il voyait quand même que les attaques contre les colons ne pouvaient pas être stoppées, et que les colonies rendaient la fin des attaques beaucoup plus compliquée parce qu'on était au cœur de la seconde intifada et qui a profondément marqué la société israélienne et qui a un peu précipité le basculement vers enfin qui a engendré d'une certaine manière une droitisation, extrême droitisation de la société parce que à cette époque, je pense avant, il y avait une majorité de soutien pour les accords d'Oslo. Et à partir de la seconde intifada, la majeure partie des Israéliens se sont dit ah, en fait, non, on ne peut pas négocier avec les Palestiniens. Ils ne respectent pas nos engagements, nos préoccupations en matière de sécurité. On ne peut pas négocier avec eux. Les attaques suicides sont telles qu'il n'y a plus de confiance. Et je pense que c'est un basculement dans la pensée israélienne à cette époque. Ouais. Et justement, la question palestinienne, donc on en a parlé, Carter, la nation palestinienne, Bush, l'État palestinien. Est-ce que, par exemple, comment cette question de la cause palestinienne a été adressée par ces différents présidents parce que malgré tout, en fait, les colonisations, même après la rétrocession du Sinaï et de Gaza, ça continue en fait. Et Israël continue à grignoter sur le territoire palestinien. Donc du coup, est-ce qu'il y a une reconnaissance du peuple palestinien? Enfin, c'est quoi le statut de ces gens-là dans Israël où il y a des rétrocessions, mais en même temps, il y a encore de la colonisation? Bah, je pense que lors des négociations, les Israéliens ont été assez habiles. Ah, il n'y a pas eu de négociation dans le cas du désengagement de Gaza, mais lors des accords de Camp David, les Israéliens ont été assez habiles pour séparer la question du Sinaï de la question de Gaza et de la Cisjordanie. Et il y a eu donc deux traités différents, un traité de paix avec la rétrocession du Sinaï et un traité de paix, pardon, pas un traité de paix, un traité sur l'autonomie des Palestiniens vivant dans ces zones. Et donc en fait l'Égypte s'est retrouvée signataire de ce qui est par essence une paix séparée. Et Ok. Et tu penses que c'est ce qui a mené peut-être à une situation encore pire pour les Palestiniens, je veux dire, qu'en fait cette question a été scindée en deux? Si ça avait été traité d'un même coup, peut-être qu'ils auraient eu plus de pouvoir de négociation ou plus d'importance sur la scène internationale ou dans les textes? Oui, je pense parce que ça date, son objectif, donc le président égyptien au début des négociations, c'est de faire la paix avec Israël, de récupérer le Sinaï, mais aussi proposer un accord de paix entre Israël et la Palestine et résoudre tout ce conflit. Et ce n'a pas été le cas. Et en fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, il y a eu un accord sur l'autonomie. L'autonomie entre guillemets, bien sûr, parce que Oui, l'autonomie l'autonomie, ouais. comme on l'a déjà cité avec Gaza, on est autonome, mais attendez, on vous surveille, on vous marque à la culotte, comme Ouais, ça, oui, on sait tout ce que vous faites et au cas où, on peut vous tomber dessus sans prévenir, quoi. oui, donc c'était une autonomie entre guillemets pour une période de 5 ans, en attendant les négociations sur le statut final qui devait commencer 3 ans après. Et ensuite, tu devais avoir un retrait de l'administration militaire et civile israélienne dès qu'une instance autonome et librement élue serait en mesure de la supplier.
mais l'autonomie proposée par Israël, c'est pas du tout une autonomie qui remet en cause la souveraineté israélienne sur les territoires occupés. En fait, Israël propose une autonomie des personnes et non pas une autonomie des territoires. Donc, le but, c'était de transférer certaines compétences au mouvement palestinien, donc je ne sais pas, sur la santé, les municipalités, l'éducation, mais les Palestiniens n'avaient pas de contrôle sur les frontières, les terres, la sécurité ou les ressources. Et donc Israël conservait le pouvoir militaire, le contrôle des terres et la souveraineté juridique. Et donc toute cette ambiguïté a laissé la question de la souveraineté ouverte, et donc il n'y a pas eu de résolution. Et cela a permis à Israël, après l'échec des négociations, parce que voilà, les négociations devaient durer 5 ans, bah, de conserver la Cisjordanie et Gaza, tout en affirmant avoir rempli ses obligations internationales, notamment vis-à-vis de la résolution 242. Israël dit, bah, on s'est retiré des territoires, on s'est retiré du Sinaï. Et on a accordé une autonomie aux Palestiniens, mais voilà, une autonomie très, 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 très limitée. Et la colonisation s'est fortement accentuée en Cisjordanie après les accords de Camp David. Et... Est-ce que tu pourrais nous parler de la lettre? Mais ça, je savais pas, j'ai découvert ça Ah, dans ton mémoire. Donc, c'est George Bush et Ariel Sharon. Et il y a une fameuse lettre qui est sujette à plein d'interprétations qui va tout changer. oui, donc en fait, dans le Sinaï et Gaza, on retrouve un peu la même dynamique qui est on se, on démantèle des colonies, mais pour se renforcer en Cisjordanie, grâce à l'accord de paix avec l'Égypte, on a une légitimité pour accentuer la colonisation en Cisjordanie. Et là, c'est pareil pour Gaza. En gros, on donne quelque chose, on donne ce qui nous intéresse pas ou ce qui est le moins important pour pouvoir conserver ce qui nous intéresse vraiment et ensuite faire montre de sa bonne foi. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Donc vous, bah, respectez un peu le territoire que j'ai et je désire conserver ça. Donc en gros, devenir d'une certaine façon intouchable parce qu'on a fait preuve de bonne volonté. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a des, et, il y a, et ça, c'est conforté par des accords officiels. Et en fait, dans le cas de Gaza, Dov Weisglass va essayer de convaincre Condoleezza Rice de l'importance d'une lettre signée par le président américain qui garantit le droit d'Israël à rester dans les principales colonies de Cisjordanie. Et il dit que sans ce document, le Likoud et le cabinet seraient susceptibles de ne pas voter le retrait de Gaza. Donc, ce qui Mais signifierait... Ah, attends, moi j'ai une question, pardon. Je t'ai coupé, je suis désolée, mais genre, c'est une lettre des États-Unis, quoi. ouais, Genre, ouais. c'est eux qui décident. Je sais pas, tu vois. Tu sais, genre, tu me dirais une lettre de l'ONU. Tu sais, qui a normalement un pouvoir, droit international, etc. Je te dirais, pourquoi pas, vu qu'à l'ONU, il y a tout le monde entier qui vote et qui décide. Là, c'est George Bush qui dit, ouais, t'as le droit de prendre. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu bizarre. C'est dans le cadre de la roadmap, puisque c'est sous les États-Unis. Il y a une forme... en fait, les États-Unis ont beaucoup transformé ce conflit israélo-palestinien en un conflit presque triangulaire. Et pour qu'il y ait une avancée, il faut qu'il y ait l'aval des États-Unis. Et ça, c'est le cas pour Israël. Et même parfois, je pense que les Palestiniens, l'autorité palestinienne, ne va pas faire confiance aux propositions avancées par Israël si elles ne sont pas soutenues par les États-Unis, parce que les États-Unis sont vraiment le dernier garant de l'application des clauses négociées. Donc, on était sur. Voilà, on fait passer le mot à Condoleezza Rice. Voilà, Condoleezza Rice, qu'il faut une lettre du président Bush qui donne l'autorisation de garder les territoires pour que la Knesset soit contente et que tout soit validé et que tout soit beau au pays d'Israël. Exactement. Et le 14 avril 2004, bah, Dov Weisglass obtient gain de cause, puisque le président des États-Unis remet une lettre à Sharon dans laquelle il admet qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les négociations sur le statut final aboutissent à un retour plein et entier aux lignes d'armistice de 1949. Et donc, en d'autres termes, les États-Unis accordent à Israël le droit de conserver les principales colonies de Cisjordanie. Et dans cette lettre, il y a aussi quelque chose en plus, c'est que Bush prend
position sur le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il explique que ce n'est pas possible d'appliquer ce droit au retour des réfugiés palestiniens dans ce qui est aujourd'hui Israël. Et donc, pour les États-Unis, c'est une avancée majeure, puisque si la feuille de route avait atteint la phase finale des négociations, Israël aurait donc auparavant ces deux garanties de la part des Américains. Et si je ne me trompe pas, le Sénat et la Chambre des représentants ont ensuite adopté cette lettre sous forme d'une résolution commune. Et ça veut dire quoi alors concrètement pour les Palestiniens? Bah, ça veut dire que les principales colonies de Cisjordanie sont officiellement reconnues israéliennes. Il n'y a pas d'idée de retour aux frontières d'avant 1967. Donc les principales colonies, c'est Ariel aujourd'hui, c'est Malé Adumim. C'est des colonies qui sont situées proches de la ligne verte en fait. Euh, et ça veut dire aussi que les Palestiniens qui ont été expulsés lors de la Nakba, qui ont aujourd'hui un statut de réfugiés, eh bien, ne peuvent pas revenir dans leur habitation d'origine, puisque aujourd'hui c'est considéré comme étant Israël. Et ça, c'est, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a habité à Tibériade, bah, aujourd'hui ne pourrait pas revenir là-bas. Et cette question du droit au retour des réfugiés palestiniens et le statut de Jérusalem, c'est toujours ce qui a fait un peu ce qui a bloqué les négociations. C'était pas possible de trouver un compromis entre Israël et l'autorité palestinienne. Ok. Et les colonisations continuent. Voilà, ça Bien n'a sûr, jamais. Ça, voilà, ça continue toujours grignoter du territoire en Cisjordanie, quoi. oui, je crois qu'après après le retrait de la bande de Gaza, il y a 12 500 Israéliens qui ont emménagé en Cisjordanie dans des colonies. Il y a eu après le projet du Grand Jérusalem et aussi la création du mur de séparation. Et donc c'est un mur qui est du point de vue officiellement pour Israël qui est censé garantir la sécurité des Israéliens contre les attaques, mais qui est en fait destiné à créer une séparation entre Israéliens et Palestiniens. Et le problème, c'est qu'il est tracé principalement sur le territoire palestinien et qui dépasse régulièrement la ligne verte pour embrasser le plus grand nombre possible de colonies. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ton mémoire, c'est la partie où tu décris comment ces décisions de allez, on rend Gaza, allez, on rend le Sinaï, ont été prises par Begin et par Ariel Sharon. Donc si tu veux nous en dire un mot, c'est avec grand plaisir. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça a été perçu par l'opinion publique, par la Knesset, par l'armée, ces deux décisions. Oui, parce qu'il y a la question de pourquoi ces dirigeants ont mené ces politiques, mais aussi comment ils ont fait pour les mener et les faire accepter. Moi, je trouve ça Euh, fou hein, pour Gaza. Allez, bah, c'est décidé. Voilà, on fait. Limite, c'est aussi facile que. Non, mais tu vois, c'est comme c'est décrit, comme le collaborateur de Ariel Sharon te le dit, t'as l'impression que c'est. Ah bah, c'est facile en fait. Tu sais, c'est comme si j'allais me prendre un smoothie au paradis du fruit et puis je décide et puis merci, au revoir quoi. la décision était rapide, mais après, obtenir le Oui. soutien de la Knesset, il y avait tous les Ouais, débats au voilà, sein c'est du ça. Likoud, c'était plus compliqué. Mais en fait, oui, les deux décisions, elles ont été prises de manière très cloisonnée. Dans le cas de Gaza, c'est assez extrême parce que c'est seulement Ariel Sharon et Dov Weisglass. Je crois qu'il y a le fils d'Ariel Sharon, un des fils qui a été consulté. Mais sinon, il n'y a pas eu de discussion au sein du cabinet. Le cabinet devait dire s'il a accepté ou pas, mais on ne pouvait pas revenir sur la décision d'Ariel Sharon. Et pareil, dans le cas de Begin, ça a été une décision qui a été prise principalement par Begin avec d'autres ministres, mais il y a le ministre de la Défense, Weizmann, qui était impliqué hein, dans le processus de décision, mais qui déclare que parfois lui et d'autres membres du gouvernement n'ont pas été tenus au courant de l'évolution des négociations, notamment concernant la Cisjordanie, et que Begin a eu recours à l'asymétrie de l'information parce qu'il n'apprécie pas les opinions dissidentes au sein de son cabinet. Et en ce qui concerne l'opinion publique,
Ces décisions, elles ont été très mal vécues au sein du Likoud, surtout Gaza. Il y a eu un référendum au sein du Likoud et le Likoud n'a pas approuvé la décision. Sharon a décidé de passer outre. Il a ensuite fondé un nouveau parti qui s'appelait Kadima. Mais grosso modo, ces décisions, elles ont quand même été euh, soutenues par l'opinion publique. Moi, je parle de contraintes permissives parce que l'opinion publique, euh, elle a été un peu prise en compte par l'exécutif, mais elle a aussi contribué à légitimer ces décisions. Et je crois qu'à la fin de 1978, en juillet à peu près, 60% des personnes interrogées approuvent la poursuite des négociations. Et en juillet 2004, il y avait énormément de manifestations contre le désengagement. Je crois qu'il y a eu il y a 130 000 personnes qui ont formé une chaîne humaine de Gaza à la Knesset. Et en janvier 2005, il y a 150 000 personnes qui ont marché contre le désengagement à Jérusalem. Mais il y a un sondage de juin 2004 qui montre que 66% des personnes interrogées eh bien, se disent favorables au désengagement. Donc c'était quand même soutenu c'était des décisions qui ont été soutenues par l'opinion publique et elles ont été approuvées par la Knesset puisque même s'il y avait des voix dissonantes, discordantes au sein du Likoud, eh bien ces projets de loi ont quand même été votés par le Parti travailliste, par une partie du Likoud et la majeure partie du Parti travailliste. Et Tsahal? Tsahal, c'est compliqué, mais il faut savoir que même si l'armée est très présente en Israël et très importante, elle reste quand même, elle est dépendante du pouvoir politique. Elle ne peut pas contrer les décisions qui ont été prises par les politiques. Et comme on l'a vu à Gaza, il y avait quand même une pression de la part de Tsahal. Il y avait des lettres, notamment de réservistes, qui se sont plaints de la mort de soldats à Gaza, du coût humain, économique. Donc je pense que une partie de l'armée était quand même en faveur de ce désengagement. Et, euh, et c'est aussi à peu près le cas en ce qui concerne le Sinaï, même si c'était intéressant de lire les mémoires de Weizmann, le ministre de la Défense, qui dit qu'il y avait certains militaires, notamment qui avaient participé à la conquête et à l'occupation du Sinaï, qui étaient attachés aux pierres du désert, donc il y avait quelque chose de douloureux de rendre ce territoire dans leur esprit. Mais pareil, oui, je pense qu'il y avait des réservistes qui étaient en faveur de ce retrait. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la droite qui a mené ces actions de désengagement et de rétrocession et pas plutôt la gauche? Parce qu'on se dirait que c'est, de prime abord, ça serait plus des décisions qui seraient plus susceptibles d'être prises par la gauche, par les travaillistes. Oui, après, il faut pas oublier non plus que le Parti travailliste est divisé sur la question de la colonisation et c'est ce parti qui a lancé la colonisation, même si c'était principalement pour des raisons sécuritaires plus que symboliques, mais il y avait quand même une partie aussi il y avait des gens au sein du mouvement du Grand Israël qui appartenaient à la gauche, qui voyaient dans les colons une forme de retour aux pionniers du sionisme, donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais je pense que le Parti travailliste n'est jamais parvenu à mettre en place une grande politique de démantèlement de colonies parce que le Likoud n'aurait jamais voté ça à la Knesset. Et là, le Likoud a quand même pu faire passer certaines de ces mesures avec le soutien des travaillistes. Et je pense que l'opinion publique n'a pas vraiment confiance en la gauche. Elle voit la gauche sioniste comme étant naïve, comme étant euh, comme un mouvement politique qui pourrait céder trop facilement aux demandes des partenaires palestiniens. Et ça renvoie à toute une théorie qui est la théorie de Nixon Goes to China. Et en fait, ce concept explique que c'est beaucoup plus facile pour des hommes politiques, femmes politiques de droite, de mener des politiques
traditionnellement associés à la gauche, puisque l'opinion publique ne va pas penser qu'ils font cela parce que c'est leur tendance classique, idéologique, mais ils font cela parce que c'est au nom de l'intérêt général. En fait, ils ont beaucoup plus de légitimité à le faire. C'est hyper... au regard en fait de la situation actuelle de Gaza, je pensais que c'était important dans cet épisode de faire un point sur ce qui se passe à Gaza en ce moment, parce que ça fait plusieurs mois qu'il y a un conflit ouvert d'Israël sur Gaza. En gros, comme on le disait pendant à peu près tout cet épisode, Gaza n'a jamais vraiment été laissé évacué par Israël. Oui, il y avait plus de colonies dans la bande de Gaza, c'est la seule différence. Mais oui, si on peut faire un point actuel, ça me semble important. Selon l'UNICEF, les derniers chiffres datent de mars 2025, mais il y a plus de 50 000 personnes qui ont été tuées et il y a 11 000 personnes qui sont portées disparues. Et le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a ordonné de prévenir tout acte de génocide et de prendre des mesures immédiates pour permettre la livraison de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Dernièrement, Amnesty International a aussi déclaré dans son rapport annuel que le monde était témoin d'un génocide en direct. Mais dans le cas de mon sujet, je me posais à la fin de mon mémoire, est-ce qu'il y aura ou pas un retour des colonies à Gaza? Là, ça semble être quand même l'idée de tout raser pour... Enfin, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais là, on est plus peut-être dans une logique de reprendre le territoire et d'en être le maître total, non? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a deux parties de la coalition messianique, enfin deux parties d'extrême droite, Ousma et Yehudit et le Parti national religieux, sionisme religieux, qui soutiennent ouvertement la réinstallation de colons dans la bande de Gaza. Et le 5 mai dernier, le Conseil de sécurité israélien a décidé d'élargir son offensive à Gaza, avec pour objectif la prise de contrôle du territoire et la promotion, entre guillemets, du départ volontaire Ah oui, départ volontaire. Voilà, le terme, je le mets entre guillemets, des Gazaouis. Il y a une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Latabdallah qui montre qu'en fait cette stratégie, elle vise à rendre invivable la vie des Palestiniens sur place et pousser une partie de la population à partir, voilà, dans une logique de colonisation qui vise à remplacer les habitants actuels. Donc tout ça à la suite, on le rappelle, des attentats du 7 octobre, qui ont fait, je crois, 1500 morts. Donc c'est le Hamas qui a mené une offensive sur un festival de musique, entre autres choses. Je crois qu'il y a eu plusieurs attaques simultanées. Et donc après, il y a eu... Oui, des attentats dans les kibbutz. Donc je crois que c'est plus de 1200 morts, 7500 blessés. Et au 30 mars 2025, je crois qu'il y avait encore 59, des prisonniers aussi, des otages, c'est ça? 59 otages à Gaza, oui. Voilà pour les derniers chiffres, mais je pense que sans doute ils ont dû évoluer. Oui, ça a dû évoluer, ça a depuis évolué mars, parce que... mes chiffres de mars, ouais. Ouais, et puis tous les jours, on voit des nouvelles infos parce que de toute façon, c'est le cœur de l'actualité en ce moment. Donc, dans tous les cas, il y a des corps d'otages qui sont ramenés en Israël. Tous les jours, là, il y a 2 jours, c'était un couple qui a été ramené. Tous les jours, on a des nouvelles infos. Là, on est au lendemain de l'arrestation là, du bateau là, pour la liberté dans les eaux internationales par Israël. Bon, voilà. Donc, de toute façon, là on est en plein cœur de l'actualité. Comment se sont passées tes recherches parce que ça date donc d'il y a un an. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse quand j'ai lu ton mémoire, c'est comment tu as eu accès aux gens avec qui tu as discuté, notamment Dov Weisgleis et l'ambassadeur des États-Unis. Je veux dire, c'est des gens puis qui te parlent voilà, en visioconférence. Comment on arrive à
à choper ces gens-là et à leur dire coucou, est-ce que vous voudriez répondre à mes questions pour un mémoire de Master 2 à Sciences Po. C'est étonnant, enfin c'est super cool, hein. J'imagine que tu devais être ravi, mais moi j'étais impressionnée plutôt. Euh, c'est vrai que en fait, c'est vrai que bah, la plus-value d'un mémoire se repose beaucoup sur les personnes avec qui on peut s'entretenir. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec toutes ces personnes-là, en tout une vingtaine de personnes, dont des chercheurs, mais d'anciens ministres, un ambassadeur français et les deux personnes que tu as citées. Alors mes recherches, je n'ai pas pu faire mon terrain sur place parce que donc après le 7 octobre, c'était pas possible de se rendre sur place. Il y avait plus de compagnie aérienne, seulement la compagnie principale israélienne, mais les prix étaient beaucoup trop chers. Euh, et donc j'ai fait la plupart de mes entretiens par Zoom ou sur d'autres plateformes. J'ai contacté ces personnes. En fait, c'était pas si compliqué parce que donc Dove Weisglass fait partie du conseil d'administration de l'université d'Haïfa. Donc j'ai contacté l'université qui m'a donné son contact. Kurt Searle, l'ambassadeur américain, est professeur à Princeton, donc son email est public. Et voilà, sinon après, c'est dès qu'on a un premier contact, il va nous donner le contact de trois autres personnes. Il y a une personne que j'ai rencontrée, une ancienne vice-présidente de la Knesset, une travailliste qui m'a donné à peu près quatre contacts. Donc on les obtient progressivement. Je pense aussi que c'était plus facile pour moi de parler avec toutes ces personnes-là parce que c'est un sujet qui est daté. On s'intéresse à des événements qui datent de 1982, 2005, et donc la plupart de ces personnes sont retraitées aujourd'hui ou professeurs, et donc elles sont plus libres dans leur façon de parler, et elles n'ont pas forcément peur de subir des répercussions sur leur carrière ou d'autres choses. Elles sont plus vraiment dans le jeu politique. Donc c'est beaucoup plus facile d'obtenir des réponses. Est-ce que pendant ton mémoire, tu as essayé de... Parce que quand on a parlé tout à l'heure des raisons, entre guillemets, hein, une partie des raisons qui ont fait qu'il y a eu ces rétrocessions, notamment la pression internationale, la question sécuritaire, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, ça serait... pourquoi la donne a changé? Parce que là, Israël, en ce moment, pour le... Je sais que tu n'as pas travaillé dessus, mais je tente ma question, je la lance comme ça. Et voilà. Israël, en ce moment, subit une pression internationale intense quand même sur la situation à Gaza. Au niveau sécuritaire, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il en est des pays arabes autour, etc., des réactions. Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi il n'y a pas de... Ça continue et ça semble sans fin. C'est une question que je me pose. Je pense que déjà, Donald Trump est un soutien de Benjamin Netanyahou, et je crois, si je ne me trompe pas, que Joe Biden à la fin en tout cas, émettait des critiques. Il n'y avait pas vraiment de grande pression, mais il y avait des critiques à l'encontre du gouvernement israélien. Mais Benjamin Netanyahou ne les a pas écoutés, puisqu'il a quand même joué sur le fait que c'était juste avant les élections américaines, et il espérait que Donald Trump retourne au pouvoir. Et Donald Trump est un grand soutien de Benjamin Netanyahou. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le facteur de la politique intérieure. C'est que Benjamin Netanyahu est en coalition avec des partis d'extrême droite. Ces partis d'extrême droite euh, veulent clairement continuer les opérations à Gaza, parlent même donc de recoloniser Gaza. Et Netanyahou a besoin du soutien de ces partis pour pouvoir rester au pouvoir. Il sait très bien que s'il quitte le pouvoir, il devra faire face à les procès qui sont contre lui liés à des affaires de corruption, et sans doute aussi des choses liées aux attaques du 7 octobre, puisqu'il y a eu forcément des manquements de la part des autorités israéliennes qui n'ont pas anticipé, n'ont pas pris
au sérieux certaines Les menaces. menaces, ouais. 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 Mais je ne suis Est-ce pas du qu'il tout y un a... spécialiste de ce qui se passe Ouais. actuellement. Oui, et Donc, puis en plus, je te balance cette question comme ça au débeauté, donc voilà, mais mais je veux dire, ça... c'est même une interrogation que je me pose. Je ne peux pas expliquer euh, exactement ce qui se passe et même certaines choses dont j'ai pu parler dans mon mémoire, comme la hiérarchie des territoires occupés, semble être moins le cas aujourd'hui, même s'il y a une colonisation qui continue en Cisjordanie. Il semble que Gaza ait une véritable importance pour le gouvernement israélien aujourd'hui, donc je ne peux pas tout expliquer. Après là, c'est en fait j'ai envie de dire, alors c'est peut-être horrible comment je vais le dire, mais vu qu'il y a plus de colons israéliens d'une certaine façon, il peut y avoir moins de morts du côté israélien tout se fait principalement par bombardement et puis là par la famine. Donc je veux dire c'est quelque chose de plus entre guillemets tout facile Oui, et c'est sans sûr. risque et moins de risque pour les forces de Tsahal et pour des populations israéliennes parce que ils sont enfermés dans une bande de terre et donc en gros tu mets la pression sur les Palestiniens, ils vont finir par en avoir marre ou tous mourir et il n'y a pas beaucoup de victimes israéliennes donc la donne n'est pas la même non plus que ce C'est que ça sûr. avait pu être dans les années 2000. C'est sûr, exactement, oui. Ok. C'est un point très important, j'imagine. Ouais. Est-ce que dans ton mémoire, parce que bon, tu as travaillé sur deux cas très particuliers dans l'histoire, mais malgré tout, est-ce que dans ton mémoire, il y a quand même un sujet, je sais pas, que tu as croisé dans le traitement de tes données, etc., euh, dont tu aurais aimé parler, mais que tu as dû laisser de côté parce qu'à mémoire, c'est déjà 2 ans à travailler sur un sujet, c'est déjà bien important, et que dans tout mémoire, on fait des choix. Hein. Il y a des sujets qu'on laisse de côté parce que, voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet comme ça dont tu voudrais parler aux auditeurs que certains peuvent saisir au cas où pour traiter. Oui, plusieurs. Déjà, j'essaie de traiter un peu cette question dans mon mémoire, mais essayer de mieux comprendre le positionnement du parti travailliste et pourquoi il n'a pas mené certaines opérations de démantèlement, notamment après l'attentat qui avait été commis par un suprémaciste, un colon, en 1994 à Hébron. Il a été question de démanteler quelques colonies à Hébron ou la colonie de Kiryat Arba, mais ce n'a pas été fait. Donc comprendre pourquoi le Parti travailliste ne l'a pas fait. Euh, et aussi d'autres politiques contre-intuitives qui ont été menées par le Likoud, notamment plus sur le plan de la politique intérieure, puisque je crois que la Knesset a voté un grand plan de soutien aux régions donc où il y a beaucoup de Palestiniens d'Israël, et ça a été mené par Ariel Sharon. Et pareil, le Parti travailliste n'a jamais vraiment fait mené ce genre de politique. Et il y avait une chercheuse qui a travaillé notamment sur les Palestiniens d'Israël, qui s'appelle Laurence Louer, qui m'expliquait que Sharon a agi de la sorte car il a voulu acheter la paix sociale en donnant de l'argent à ces régions, et que voilà, la réponse sociale ou la distribution d'argent fait partie de l'arsenal de régulation des relations avec les minorités dissidentes. Donc je pense que cette piste, elle mériterait d'être Creuser. largement explorée, creusée, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que tu continues la recherche là maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu t'es dirigé vers un doctorat ou est-ce que tu fais autre chose? De quoi est fait ton quotidien? Non, je n'ai pas fait de doctorat. Là, j'essaye de donner une autre vie à mon mémoire en essayant de l'adapter pour une revue scientifique, en faire un article et aussi faire d'autres articles pour des journaux ou un blog tenu par des chercheurs qui s'intéressent à la situation en Israël et en Palestine. Mais voilà, non, j'ai pas continué dans la recherche, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait un petit peu de communication de crise et j'ai bossé pour une ONG. Et c'est vrai que mon projet de toujours, c'est plutôt d'être journaliste et pourquoi pas correspondant. Et un jour, j'espère pouvoir travailler sur ces questions-là de politique internationale et peut-être sur cette région.
Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Ah, merci. Est-ce que tu as des derniers conseils un peu pour nos auditeurs qui là vont se lancer dans la... Pas maintenant, hein, parce que là, l'épisode va sortir en juillet, donc j'espère que le mémoire est déjà rédigé. Mais pour ceux qui écouteront l'épisode après, voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour des futurs étudiants en M1 et M2 qui vont se lancer dans l'aventure du mémoire pour survivre à cette période, pour survivre à la recherche, à l'écriture? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans le traitement des données? Qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période pour faire les choses bien et pour survivre? Ce qui m'a aidé, comme je te l'ai dit, pour faire autant d'interviews, d'entretiens, c'est de travailler sur un sujet qui était borné dans le temps et qui était fini. Après, je sais que c'est pas un mémoire d'histoire, hein, et que la science politique s'intéresse aussi à ce qui se passe actuellement, mais moi, ça m'a aidé, donc peut-être borner le sujet, pas forcément faire un sujet qui s'est terminé en 2005, mais peut-être en 2024. Je pense que c'est peut-être plus simple. Sinon, je pense qu'il faut pas s'auto-censurer, il faut essayer d'interviewer le plus de personnes possible, il faut pas avoir peur. Je pense qu'on est quand même légitime pour poser des questions et après les personnes y répondent ou non. Ou pas? Et Parce qu'il ne faut pas voilà. oublier qu'une non-réponse, c'est quand même une réponse, ça C'est dit des vrai, choses. Donc, c'est vrai, il c'est faut vrai. savoir traiter aussi ces éléments-là et les non-dits aussi, ou comment c'est dit de façon détournée. C'est toujours important dans la recherche. C'est vrai. Euh, voilà, après, je pense que quand on travaille sur un sujet sensible, s'interroger sur sa propre position et ses biais, c'est de maintenir une forme de distance critique pour conserver l'objectivité nécessaire à une recherche rigoureuse. Et après, sur un sujet peut-être un peu plus personnel, travailler sur un sujet complexe et qui peut être chargé émotionnellement, ça peut être éprouvant, donc faut pas négliger son bien-être, il faut parler, expliquer ce qu'on ressent et s'accorder quelques pauses, je pense. Ah ouais, toujours prendre des pauses. Ce que je n'ai pas C'est assez bien les fait. pauses. C'est bien les pauses. Alors, prenez des pauses, les gens. Eh ben écoute, Benjamin, merci beaucoup d'avoir passé ce long moment en ma compagnie pour parler de ton sujet que j'ai trouvé hyper intéressant. Je n'y connaissais rien. Donc vraiment, j'ai été ravie de te recevoir là-dessus et puis de mettre un peu en avant la situation en Israël actuellement et ce qu'elle a été dans l'histoire parce que c'est une situation complexe. Et donc c'est important de revenir pour expliquer, voilà, pour essayer de mieux saisir tout ce qui se passe dans cette région du monde. Comme d'habitude pour les auditeurs, il y aura un article sur le site internet du Dazibao avec un petit résumé et puis des références complémentaires. Je te demanderai de m'envoyer des ressources bibliographiques, podcasts, vidéos, etc. Justement pour alimenter les auditeurs qui auraient envie d'aller plus loin. Et bien évidemment, il y a la newsletter aussi. Voilà, donc j'invite les auditeurs à s'abonner. Donc c'est sur le site internet du Dazibao, l'onglet newsletter. Vous mettez votre petite adresse mail et vous la recevez dès la sortie de l'épisode. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de devenir un super journaliste d'investigation? Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais C'est pas pour tout c'est de très suite, gentil. Ouais. mais je te Voilà. souhaite ça. Voilà, je te souhaite tout ça et bien plus encore. Encore merci d'avoir été avec moi et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi pour cette émission. Merci beaucoup. Bye bye. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes. 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 If I could draw a diagram of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out.